C'est une plaie actuellement, surtout Languedoc-Roussillon. C'est toujours pareil. Ils profitent, je dirais, de la nuit qui tombe, des maisons qui sont allumées et qui ne sont pas habitées pour pouvoir aller les péter. Et ils cherchent toujours la même chose, bijoux, multimédia et pognon. C'est devenu l'obsession des gendarmes du département. Depuis 2 semaines, une bande de cambrioleurs albanais visite villa sur villa. Leur course folle pourrait prendre fin ce soir. Hier, ils étaient à Céré. Ils ont cassé 3 maisons sur Céré, et là, pour le coup, ils repartent dans l'Aude. Mais ça, on ne pouvait pas le deviner. Céré, c'est le territoire d'Aurore et Christian. Les 2 enquêteurs sont venus participer au coup de filet. On part sur 5 objectifs ce soir. On part sur des gardes à vue, des déferments. C'est bon pour tout le monde? L'opération est risquée. Les suspects n'ont pas de casier en France. Difficile de déterminer leur parcours criminel. Ils peuvent forcer le passage, forcer un véhicule, foncer sur ne pas s'arrêter, quoi. Ici, ils sont demandeurs d'asile, mais chez eux, ils ont pu participer à des actes de guerre ou autre. Donc on ne connaît pas leur façon de se comporter face aux forces de l'ordre. Mais les gendarmes ont un coup d'avance. Ils sont parvenus à équiper la voiture des cambrioleurs présumés d'une balise GPS. Aurore et Christian connaissent donc leur position exacte. Faut pas les rater. Selon ces informations, les suspects se rapprochent à grande vitesse de ce péage. Une aubaine pour les gendarmes. Leur plan, profiter de ce ralentissement forcé pour les prendre par surprise. Ouais, pour tous, Target se trouve au niveau de Fitou. Toujours sur l'autoroute, à proximité immédiate de la sortie de Pénor. Ça veut dire qu'il est sorti là. En confirmation, le véhicule vient de prendre la sortie. Vas-y. On va mourir au sol! Coupe le moteur! Coupe! Ouvre! Sors! Allez! À terre! Allez! Donne le bras, l'autre côté derrière, donne. Pas faire! Couteau! Arme! La perquisition de leur domicile devient la priorité d'Aurore et Christian. C'est un chronologie. Allez, c'est bon? de serré, on le prend. Allez. Il faut tracer là. Il est 20h50. Les enquêteurs partent pied au plancher. 21h, c'est l'heure légale pour effectuer les perquisitions. Et là, si vous arrivez devant la maison à 21h01, c'est cuit, quoi. Il y a des chances. Les 4 hommes vivent dans un foyer réservé aux demandeurs d'asile. Ok. Bonsoir. On a Henri. On s'en débrouille, Jean-Henri! Police! Your bed. Where is you? Police. Your bed. Where do you sleep? Open the door! La fouille du domicile va réserver quelques surprises à Aurore et Christian. Cambriolage, trafic de drogue ou agression sexuelle. Le quotidien d'une gendarmerie de campagne est souvent plus animé qu'on ne l'imagine. Pendant des mois, nous avons suivi les hommes et les femmes de la brigade de recherche de Céré. De fins limiers qui nous ont ouvert leurs enquêtes, mais aussi leurs doutes. Et nous ont fait partager leur engagement. Un engagement qui ne faiblit pas, même après avoir été confronté au pire. C'était il y a 1 an, jour pour jour. Le matin du 23 mars 2018, à Trèbes, dans l'Aude, un terroriste assassine 4 personnes dans un supermarché. Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, alors en service, propose de prendre la place d'un otage. Un courage qu'il paiera de sa vie. À 130 km des lieux du drame, Céré. Une jolie ville du sud de 8000 âmes, située au pied des montagnes. Ses vestiges historiques, son marché et sa caserne. 21 gendarmes y veillent jour et nuit. Parmi eux, les 7 enquêteurs de la brigade de recherche. Ils interviennent pour les faits les plus graves. Les maîtres mots de Christophe, rigueur et méthode. Dans son viseur, un lycéen,
L'enquêteur est persuadé qu'il fournit tout l'établissement en cannabis. Et c'est du produit, il en a sur lui, il n'y a pas de souci, quoi. Et en quantité raisonnable. Christophe va également devoir gérer une délicate affaire de viol. Il va unir ses forces à celles de Christian, le doyen du groupe. Ces méthodes à l'ancienne vont apporter un éclairage surprenant. Et pas ça sur l'ordinateur. Ah ben non, parce que je maîtrise pas trop et puis ça me saoule. À leur côté, Aurore est une des rares femmes en brigade de recherche. Obstinée et toujours de bonne humeur. Moi, je suis vachement petite. C'est la gendarmerie. Entre deux auditions, elle n'oublie jamais sa vie de maman. Peut-être voir son père. Ouais. Allez, bisous. Immersion au cœur de la criminalité à la campagne. Après une nuit de garde à vue. Buongiorno. Le butin de la perquisition chez les cambrioleurs albanais peut paraître décevant. Mais pour Aurore, cela suffit à faire passer à table ses clients, comme elle les appelle. Café? Chocolat? Macchiato? Ah, une noisette, parce qu'ils peuvent avoir le café fort. Ah, ben on n'a pas de noisettes, hein. Les cambrioleurs auraient visité 12 maisons ces 2 dernières semaines. Vous avez commis des vols? Il dit oui, c'est vrai. Quel était leur mode opératoire? Comment ils faisaient? Alors, ça se passait la nuit. On partait dans les villages. On voyait quand une maison était éteinte. Après, on ouvrait la fenêtre de la chambre. Donc il y a toujours quelqu'un qui restait dans le véhicule? Dites-moi, dans le machina. Oui, c'est normal. D'accord. Les 4 hommes vont parler, beaucoup parler, et tout avouer. Après 5 heures d'audition, Aurore a redessiné les tableaux complets des vols. Oui, là, il y a une équipe voilà, qui est mise hors d'état de nuire, voilà, en espérant qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais voilà, il y a beaucoup de victimes, donc oui, c'est une belle enquête, là. Depuis, les cambrioleurs attendent leur procès en prison. Et leur dossier s'est étoffé. Ils seraient liés à une organisation tentaculaire impliquée dans plus de 150 cambriolages. Dans un monde où le silence est d'or, faire parler les suspects est une prouesse. Mais parfois, les informations tombent sans même avoir à les chercher. Du tuyau aux aveux, c'est là que se déploie tout le talent des enquêteurs. Ce lundi, Aurore et Christophe se sont donné rendez-vous à 5 heures du matin. Ça va? Ouais. Je peux juste boire mon café, j'ai pas. Moi aussi. Ah bon, ça va, je suis pas la seule. Il y a 2 jours, lors d'un banal contrôle d'identité, un adolescent en train de fumer un joint a divulgué des informations sur son dealer. Il tiendrait son business devant les grilles d'un lycée. On n'a pas grand-chose, on a un petit descriptif. La localisation, l'endroit où ça se passe, a priori. Donc on va voir, on va confirmer, infirmer ce renseignement. La seule solution dans ces cas-là, planquer des heures dans cette camionnette banalisée. C'est bon? On est parti? Ouais, roule doucement. Oui. Pour Aurore, le jeu en vaut largement la chandelle. En tant que gendarme, mais aussi en tant que maman. Son aîné a tout juste 14 ans. C'est pas la joie dans les petites villes comme Serré de voir des petits trafiquants de drogue aux abords du lycée ou des collèges, quoi. Donc même si c'est pas le gros trafiquant, eh ben, on s'en occupe. Christophe se gare à une 50aine de mètres du lycée. Le dealer serait brun, plutôt grand et toujours en basket. Bref, un ado comme tous les autres. À partir de 8 heures, les lycéens rentrent en classe et on a des individus qui restent un peu quelques minutes et qui rentrent pas au lycée. Hein. L'un d'eux s'éternise. Il semble attendre quelque chose. Au bout de 15 minutes, il lève le camp. Je vais regarder là s'il est parti.
Christophe craint qu'il fasse ses transactions à l'abri des regards. Tu veux faire un passage? Attends. Aurore Referme toi-même. part en filature. L'ado n'est pas parti bien loin. Il s'est installé un peu à l'écart, sur ce banc. Hop. Et par contre, on va... Là, on se montre pas parce qu'on a laissé ouvert, donc... Juste avant la pause de 10 heures, il reprend son poste. En tout cas, il est revenu devant le lycée, il est à nouveau en stationnaire. Donc on va attendre, on va voir comment ça évolue. Un élève s'approche de lui. Hop. Ah putain, là, ça sent bon. Ah putain, ils vont dans le renfoncement. Les deux jeunes sont hors de vue. Aurore reprend le relais. Fais le tour, toi tu repasses pas devant. Tu repasses par l'arrière du cimetière sur la gauche, tu sais. Ça ressort. Bon, ils se connaissent visiblement, ils se sont isolés très brièvement dans un recoin là. Donc ça peut correspondre à une transaction effectivement. Je pense que ça a l'air assez clair. Hein. C'est clair. Ouais. Quand je suis passée devant le gymnase, il sortait quelque chose de sa poche et il l'a donné à l'autre. Donc je pense qu'on est sur le bon individu. Il n'y a plus qu'à mettre un nom dessus. À partir de maintenant, cette affaire va rythmer l'emploi du temps des enquêteurs, au détriment parfois de leur vie de famille. Aurore vit en caserne avec son mari et ses 2 enfants. Acérée, elle jouxte la brigade. Un avantage pour la maman. Oui. T'es habillée? Oui. D'accord. T'as fait tes devoirs? Oui. Ouais, ok. Tous tes devoirs sont faits? Oui. Oui. Ok. Allez, bisous. Au moins, il est rassuré, c'est que je suis rentrée. C'est l'avantage d'habiter juste à côté. Voilà, c'est l'avantage. C'est l'avantage d'être logé sur son lieu de travail. Parce que voilà, il a 9 ans et il est capable de se gérer tout seul. Mais s'il y a un souci, il y a les voisins. C'est une grande famille hein, ici. Voilà. Aurore rentrera tard ce soir. Elle doit aider Christophe à organiser la suite de l'enquête. Pendant plusieurs jours, il va revivre ses années collège. Levé tous les matins à 7 heures pour se rendre au lycée et planqué. Et plus il se rapproche, plus la taille de sa voiture réduit. Voilà, on permute un peu les véhicules pour garder la discrétion. Et puis, ce véhicule nous permet de nous mettre un peu plus près de ce qu'on a à surveiller. Voilà, il est plus petit gabarit, tout simplement. Très vite, Christophe repère le jeune homme, dont les affaires vont bon train. Mais ce matin, une série d'événements va compromettre sa surveillance. À commencer par la ventilation capricieuse de sa petite citadine. C'est la merde. Bah, il fait froid, il y a de la buée. Malgré la ventilation, et on voit pas bien, quoi. Enfin, c'est un peu rageant parce que là, on est bien positionné, mais voilà. Et la séance photo va de nouveau être interrompue. Une manifestation s'organise devant le lycée. Des élèves brûlent des poubelles, dressant un écran de fumée entre Christophe et sa cible. On va dire que c'est compliqué quand même là, ouais. C'est pas bon pour le business. Hein. Il y a un peu trop de monde là sur le secteur. Soudain, coup de chance. Des collègues en tenue viennent rétablir l'ordre. L'un d'eux est un bon ami de Christophe. Putain, je vais demander à Thierry. De le contrôler. Ouais, Thierry, ça va? Dis-moi, les 2 mecs que tu viens de voir devant le lycée, tu les connais? Non. Tu peux les contrôler? Hein, l'air de rien. Ok, merci. Ça met un grand coup de boost dans la procédure. Hein. Dès qu'on a un nom, on va avoir une adresse. On va pouvoir faire des surveillances différentes. Donc c'est impeccable.
Et puis là, ça s'est fait très naturellement, donc l'individu, à mon avis, il est serein, il se fait contrôler tranquillement, et les collègues vont partir aussi tranquillement, et c'est parfait. Écoute téléphonique, filature, la suite de l'enquête est toute tracée pour Christophe. Mais à peine rentré à son bureau, une autre urgence va chambouler son emploi du temps. Oh Isabelle, oui, ça va. Oui. Non, on va se réarticuler, pas de souci. Hein, je m'en occupe. C'est le genre d'affaire que tous les enquêteurs redoutent. Une femme vient de déposer plainte pour viol dans une gendarmerie voisine. Les faits sont graves. L'unité de recherche de Céré est saisie. On passe d'une petite surveillance sur du stup à une affaire de viol. Voilà. Donc on perd pas de temps, on y va. Les plaintes pour viol ont augmenté de près de 20% en 2018. Dans un contexte de prise de conscience collective des violences faites aux femmes, Christian et Christophe sont plus concentrés que jamais. C'est toujours sensible, voilà, ça touche l'intimité des gens. C'est parfois compliqué de démontrer l'infraction. Parfois, on en a connaissance plusieurs jours après les faits, donc voilà, il y a une déperdition de preuves qui peut intervenir. Ce sont les gendarmes de cette petite brigade qui ont recueilli la plainte. Merci. La victime, une mère de famille de 49 ans, a été conduite à Perpignan chez un médecin légiste afin de rechercher des traces biologiques du viol. T'as lu l'audition? Non, ouais, j'allais faire. Tiens, elle est là. Qu'on récupère le fond de dossier, voir ce qu'il y a dedans. Les deux hommes s'isolent. Ils ont peu de temps pour appréhender l'affaire. La plaignante affirme avoir été enlevée, séquestrée et violée par son ex-compagnon. D'accord. Il était calme et il m'a dit qu'il voulait juste parler. Il a dit qu'il pouvait aussi me tuer et me crever. Il m'a assise sur le lit et il m'a demandé de me déshabiller, ce que j'ai fait. Je l'ai repoussé avec ma main au niveau de son ventre. Il a quand même continué en disant qu'il n'en avait rien à foutre. Je me rappelle lui avoir dit que cela me faisait mal, mais il continuait. L'ancien amant est un homme violent. La justice a déjà ordonné une mesure d'éloignement. La dernière année, j'ai été victime de nombreuses violences de sa part. Il m'a brisé les côtes, cassé le portable, les phalanges. J'ai déposé plainte à plusieurs reprises. Compliqué, hein? Ça fait un peu froid dans le... Enfin, ça fait froid dans le dos. On travaille comme si c'était avéré dès le départ. Hein. C'est les investigations après qui détermineront précisément ce qui s'est passé. Voilà. Mais a priori, on fait confiance à ce que les gens nous racontent, hein, bien sûr, hein, évidemment. Hein. Quelle que soit la sensibilité de l'affaire, pour les enquêteurs, une parole en vaut une autre. Et seules les preuves comptent. Christophe espère en trouver dans les téléphones. Allez, je vais chercher la demoiselle. Hein. Christian, lui, entend la première personne à avoir vu la victime après les faits, sa fille. Mais en fait, c'est pour connaître un peu la personnalité de votre maman, savoir si vous l'avez vue entre le 9 et le 10 novembre. Elle m'a mis au courant, oui, de ce qui s'est passé. Elle était en pleurs. À mon arrivée, ma mère était en pleurs. Donc elle m'a dit qu'elle avait quelque chose d'important à me dire. Elle m'a dit qu'il l'avait violée. D'accord. Je crois qu'elle m'a dit qu'il l'a forcé à dire qu'elle l'aimait. Au niveau de sa crédibilité, toi, tu crois réellement ce que ta mère a dénoncé? J'ai envie de dire oui, parce que c'est ma mère. Mais je connais très bien ma mère. Et si je suis absolument honnête, je sais qu'elle a eu des problèmes avec l'alcool. Donc ça fait un moment que dès qu'elle me dit quelque chose de grave, je ne le prends pas forcément à 100% de suite. Je préfère avoir des preuves. Voilà, c'est un cas délicat quand même. Je vous raccompagne. Au même moment, le rapport du légiste tombe. Mais toujours aucune preuve. Les faits remontent à 4 jours. Il est trop tard pour confirmer le viol. SMS, appels, photos. Christophe épluche les portables.
Et ce qu'il va trouver dans celui de l'accusé va les surprendre. Acéré, Christophe s'est levé à l'aube. Les questions se bousculent dans sa tête. Que s'est-il passé ce soir-là, avant le viol? Il s'attaque à l'étude de la géolocalisation des téléphones. C'est un puzzle, hein, tout est éparpillé, et puis on essaye de remettre les choses, de les emboîter les unes aux autres pour retrouver le vrai déroulement des choses, la chronologie. Des lignes et des lignes de chiffres à analyser. Un travail laborieux qu'il adore. Comme sa décoration l'atteste, Christophe est avant tout un militaire. Et ça vous plaît, ça, quand même? Ah oui, oui, j'aime bien. Oui, il n'y a pas de souci. Il faut être logique, cohérent, ne rien oublier. Et souvent, ça paye, souvent. Dans le bureau d'à côté, autre ambiance. Christian, c'est 17 ans de brigade, 17 ans de tableau blanc. Et pas ça sur l'ordinateur, à l'ancienne un peu. Hein. Ah ben non, parce que je maîtrise pas trop et puis ça me saoule. Sur une ligne de temps, il décortique le soir des faits, minute par minute. Les heures passent. Peu avant midi, les deux enquêteurs croisent leurs résultats. Et le mélange va s'avérer gagnant. 21h45. Il est toujours à Palau. Il bouge pas de Palau, lui, c'est simple. Voilà. 23h23, elle est importante parce que c'est la dernière conversation entre les deux. C'est elle qui l'appelle 600 secondes. Et là, ils sont tous les deux sous le même relais. Donc ensuite, passé cette heure-là, il n'y a plus de contact entre les deux, donc ils sont ensemble. L'étude des téléphones révèle une incohérence dans le témoignage de la femme. Au moment où elle affirme avoir été enlevée, elle était seule dans sa voiture. Les enquêteurs n'aiment pas ça, mais ils n'ont pas le choix. Ils doivent de nouveau convoquer la victime. Par rapport à ce que vous avez déclaré, il y a des choses qui ne collent pas. C'est parce que je me suis trompé dans les heures ou... Vous avez déclaré certaines choses qui nous, d'après, on a démontré que c'était impossible. Téléphone et votre téléphone français à vous, à 22h53, ils ne sont pas ensemble. Ils sont bien séparés. Mon téléphone était dans mon sac et tel. C'est ça que je comprends pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Eh ben, on vous le confirme. Ou alors il s'est coupé en deux, mais il ne peut pas être à deux endroits à la fois. Moi, je veux dire que c'est impossible. Vous allez me dire que c'est impossible aussi. Vous n'avez pas vécu ce que... Non, mais après, c'est sûr, madame. Alors... Face aux larmes de la victime, les enquêteurs doivent garder en tête leur unique objectif, obtenir la vérité. Qu'est-ce que vous voulez vendredi soir? Pourquoi vous voulez savoir où il se trouve, etc. Pour le piéger. Pour le piéger. Expliquez-nous ce qui s'est passé réellement. Je voulais aller le voir. Parce qu'il a arrêté de me harceler et de me laisser tranquille. Parce que j'ai très peur de lui. Très peur. Je sais pas ce que j'avais en tête, je voulais juste que ça s'arrête. Et puis que je me suis dit que personne va le croire lui de toute façon. Et qu'il n'avait pas le droit d'être avec moi. La femme finit donc par avouer. Elle a tout inventé pour que son ex-mari aille pour longtemps en prison et cesse de la harceler. Pour Christian et Christophe, l'affaire se termine. C'est compliqué. Enfin, ça va être compliqué. L'accusation d'enlèvement est écartée, mais la victime maintiendra malgré tout sa plainte pour viol. Le procureur de Perpignan classera l'affaire, faute de preuves. Ce dimanche matin, dans la petite ville de Céré, les habitants profitent des premiers rayons de soleil. Le printemps arrive et invite à l'oisiveté. Dans les bureaux de la caserne, pourtant,
Christophe et Aurore se sont donné rendez-vous pour une mission délicate. Bonjour. Ça va? Oui, et toi? Loin des débats politiques sur les milliards d'euros alloués à la sécurité, les gendarmes de la brigade se débattent, eux, avec leurs 1 400 € de budget annuel de fonctionnement. Hop. Pour faire des économies, à tour de rôle, ils nettoient eux-mêmes leur bureau. Et comme le mobilier, la répartition des rôles est d'époque. Je crois qu'Aurore est pas très mécanique. Donc voilà, quand je suis permanence avec Aurore, généralement, elle s'occupe des locaux intérieurs et puis moi des véhicules. Voilà, c'est d'un commun accord. Habitués à travailler de jour, de nuit, week-end et jours fériés compris, les enquêteurs ont un peu perdu la notion de rythme. En s'engageant dans la gendarmerie, tous en ont accepté les contraintes. Vous passez plus de temps ici ou à la maison? Ici. Oui, là, ici. C'est notre deuxième vie. La famille, on va dire, ils sont habitués. Ça devient de la normalité. De partir à n'importe quelle heure, de rentrer à n'importe quelle heure, de ne pas me voir pendant quelques jours. C'est passé dans la normalité chez nous. Sauf qu'ils n'ont pas le choix. Sauf qu'ils n'ont pas le choix. Ils subissent, on peut dire qu'ils subissent, oui. Voilà, c'est notre vie de gendarme. L'après-midi même, les enquêteurs se replongent dans le dossier du jeune dealer du lycée. Allez, venez voir par là. Alors c'est... Grâce à son nom, ils ont découvert qu'il était majeur et sans antécédents judiciaires. Donc tu dis qu'il n'est pas scolarisé, lui? En tout cas, moi, je l'ai jamais vu rentrer au lycée. Hein. On va le vérifier, Après, si ça se trouve, les parents croient qu'il est en cours, hein, parce qu'il y passe du temps, quoi. Christophe est convaincu qu'il a étendu son trafic à l'intérieur de l'établissement. Oui, bonjour, c'est la gendarmerie de Céret, l'appareil. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir le secrétariat du proviseur, s'il vous plaît? Il est chez vous? Il suit quoi comme scolarité, lui? Le jeune homme est bien scolarisé dans le lycée. Christophe redoute qu'il entraîne avec lui d'autres élèves. Parent de 2 adolescents de 14 et 18 ans, il se sent particulièrement concerné. Il est scolarisé, donc il doit un peu se fondre dans la masse de lycéens. Et voilà. Et puis beaucoup de lycéens doivent passer par lui, effectivement, pour leur petite conso. C'est des gamins qui arrivent en seconde, donc qui ont 15 ans. Alors on se demande comment, finalement, avec un accès si facile aux produits, comment certains arrivent à pas fumer, quoi, presque. Le sujet est sensible. Le procureur de Perpignan a exigé un dossier inattaquable. Pendant des semaines, les enquêteurs remontent le fil du trafic. Ils multiplient les surveillances et accumulent les preuves. Grâce aux écoutes téléphoniques, ils vont identifier le fournisseur du lycéen. On a ce premier individu qui est de Perpignan. Son rôle, on pense que c'est donc ce personnage qui approvisionne notre objectif principal qu'on voit vendre devant le lycée, qui est ce deuxième individu. Et il se voit entre 2 et 3 fois par semaine. Voilà. Et donc, on a à l'heure actuelle entre 10 et 12 clients de ce personnage. Voilà. On a les 3 étages du trafic, donc c'est pas trop mal. Est largement suffisant pour interpeller le jeune trafiquant. « 5h30 du matin. La brigade de recherche est réunie au grand complet. Il faut une demi-heure pour descendre. Hein. Non, mais on a rendez-vous à 5h45 à la PM. Une équipe se rend à Perpignan chez le fournisseur. Aurore, elle, s'occupe du lycéen. Ok. Allez, à tout à l'heure. Il habite dans une commune au pied de la montagne. Normalement, il n'y a que la mère et le frère.
Ses parents, aux revenus confortables, n'ont certainement aucune idée de l'activité commerciale de leur fils. C'est un jeune majeur, hein, il n'a que 18 ans et il est au lycée. Je pense que oui, pour les parents, ça va être un choc. Voilà, il a fait des bêtises, il faut qu'il assume quoi maintenant. Quelle heure il est? On est 10 minutes en avance. « 10 minutes qui vont s'avérer fort utiles. Ah putain, comment on va rentrer là? Il est gentil quoi. Ça va? Ça craint ça. Laisse ouvrir la voiture de son gendarme. Y a pas de portillon d'entrée? T'es prêt à sauter? Pour garder l'effet de surprise, les gendarmes n'ont pas 36 solutions. On dirait qu'il y a déjà quelqu'un qui est passé, de toute façon. Moi, je suis vachement petite. Ça va. Ouais, ça va péter. J'ai rien perdu. C'est la gendarmerie. Ouais. Bonjour. Oui. Bonjour. Oui. Votre fils, il est là? Bien le chercher, c'est dans le cadre d'une opération. Voilà. Je t'explique. Il est 6 heures. Tu es placé en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants. Oh là là. C'est pas possible. Comme Aurore le craignait, la mère tombe des nues et panique. Je te laisse notifier les droits, je m'en fous. Allez, habille-toi d'abord. Le lycéen est conduit à la brigade. Quelques instants plus tard, le fournisseur est interpellé à son tour à Perpignan, avec une bonne surprise à la clé. Dans sa chambre, le kit complet du cultivateur de cannabis. Une preuve irréfutable. Mais ce n'est pas ce qui intéresse le plus Aurore. Elle tient à ce que le lycéen assume ses actes. Alors pour toi, tu prends que 10 grammes par semaine. Ouais. Pour toi. Après, tu me dis j'y vais 2 fois, donc pour la deuxième fois, c'est pas que pour toi. Bah, sur les 10 grammes, ça m'est arrivé de revendre un peu, ouais. Depuis quand tu le vends? Peu après la rentrée, là, des cours. Des cours? Septembre? Septembre, ouais. Il fournirait une douzaine d'élèves. En bref, un trafic de proximité orchestré par un lycéen en pleine crise d'adolescence. C'est pas du tout le méchant garçon. Comme on pourrait des fois le croire, quoi, voilà. Bien souvent, c'est comme ça. Néanmoins, il aurait créé beaucoup de torts. La plupart des consommateurs avouent fumer leur premier joint avant même le début des cours. Je consomme des produits stupéfiants tous les jours. Oui. Un joint par jour. À seulement 18 ans, cette lycéenne est devenue dépendante au cannabis. C'est la première fois qu'elle se retrouve interrogée par un gendarme. Qu'est-ce que ça vous apporte? Bah, des choses. Je me sens mieux. Vous avez des problèmes? Vous avez vos parents? Tous les deux? Vous vivez chez eux? Ça va pas à la maison? Non, c'est juste que ça se passe pas bien. Depuis plus petite, ça s'est jamais bien passé, c'est tout. À la première question, les larmes sont venues toutes seules. Ouais, on sent vraiment une jeune fille de 18 ans, déjà désœuvrée, voilà, presque. Qui, pour elle, sa seule solution, c'est le cannabis pour trouver remède à ses problèmes. Le travail des enquêteurs s'arrête là. Après 26 heures de surveillance, 38 heures d'écoute téléphonique et 62 heures d'audition, ils transmettent au procureur un épais dossier. Ça fait trop gros. Ça fait trop gros, donc on a mis le 8 ici. Non, mais c'est bon. Il te manquera. Je suis satisfait de l'issue de la procédure. Maintenant, voilà, on va à la justice de passer. Voilà, on va présenter les gens et puis voilà, ils vont assumer a priori leurs actes. Le lycéen et son fournisseur se retrouveront bientôt face au juge.
Il risque jusqu'à 5 ans de prison. Même dans les grandes villes, c'est pas acceptable, mais alors d'autant plus dans une petite ville de campagne, quoi. Et c'est vrai que personne n'a l'abri, c'est ce qui ressort de cette enquête, quoi. C'est que voilà, on n'est pas à l'abri de ce que peuvent faire nos gamins quand ils sont au lycée. Ce qui inquiète Aurore, Christophe et toute la brigade, c'est que les adolescents de leur département sont devenus les cibles privilégiées des trafiquants. Dans le sud-ouest, près de la moitié des jeunes ont déjà fumé du cannabis, contre un tiers dans le nord. Parmi les hypothèses, la proximité avec la frontière espagnole. Les Pyrénées-Orientales enregistrent régulièrement des records de saisie de drogue. Au total, 13,5 tonnes en 2018, soit 46 millions d'euros. Ceux qui échappent aux douanes tombent souvent dans les filets d'Aurore, Christian et Laurent. Ce jour-là, le conducteur d'un Go Fast a été intercepté par un groupe d'intervention à l'entrée de Céré. C'est autre chose là, c'est pas de l'herbe. Ouais, ça, on va le prendre en photo et puis on va juste faire une entaille et voir ce qu'il y a dedans. Au total, 336 kilos de résine de cannabis et 53 kilos d'herbe. C'est tout ça. On n'en verra jamais la fin, parce que tant qu'il y aura des pauvres mecs comme ça qui feront les chauffeurs, qui feront les mules pour gagner 2000 € et qui risqueront 10 ans de prison, ben ça ne s'arrêtera jamais. Et puis ces quantités-là, ça remonte dans les grandes agglomérations. Et puis petit à petit, il y a des filières qui se mettent en place. Et puis ça finit dans nos villages et dans nos lycées, même les collèges malheureusement. Ces mules semblent prêtes à tout pour échapper aux gendarmes. Il y a 3 mois, après avoir forcé un barrage, un conducteur en fuite a atterri dans la petite ville de Céré. Les caméras de sécurité ont enregistré son rodéo sauvage. Voilà, là on voit le véhicule emprunter la rue de la mairie en sens inverse à une vitesse incroyable. Donc là, hop, ça va tellement vite. Donc il va effectuer une marche arrière pour se stationner. Je pense qu'il tente de dissimuler plus ou moins son véhicule. Et il ferme son véhicule à clé, hop, voilà. Là. Et le problème, c'est que la vidéo tourne et qu'on ne voit pas la suite. Le conducteur a abandonné sa voiture et toute sa précieuse cargaison. 340 kilos de pollen de cannabis que les gendarmes ont saisi. Exceptionnellement, l'enquêteur accepte de nous les montrer. Donc là, c'est la totalité de la marchandise qui a été découverte dans le véhicule. Il y en a pour 3 340 000 € à la revente. C'est un bien précieux, donc dans un endroit tenu secret, parce que 3 millions et quelques, voilà, il ne faudrait pas que ça se sache, parce qu'il y a des gens qui sont capables de venir armés pour récupérer la marchandise. Mais armés lourdement armés Armés lourdement avec des fusils mitrailleurs, ouais. Voilà, donc c'est pour ça que... Ouais, non, et plus tôt on va pouvoir s'en débarrasser, et plus tôt on sera tranquille à ce niveau-là. Depuis, la marchandise a été détruite. Ce rôle de gardien de trésor, les gendarmes s'en passeraient bien. Les risques, ils estiment en prendre déjà suffisamment au quotidien, simplement en exerçant leur métier. Un métier bouleversé par l'attaque terroriste qui a coûté la vie au lieutenant-colonel Beltrame le 23 mars 2018. Au fait, c'est 2 chargeurs à 15 ? Ouais. 2 x 15, ouais, parce que... Depuis, Aurore et Laurent ont augmenté leur séance d'entraînement au tir. Comme tous les gendarmes, ils ont le droit de porter leur arme en permanence. J'exclus pas cette possibilité-là, suivant les événements, de la prendre, par exemple, pour aller chercher ma fille au collège, etc. Voilà. C'est bon, vous avez votre matériel, vous avez 2 chargeurs de 15 cartouches. Ouais. Allez, prenez vos protections auditives et visuelles. Gendarmerie! 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 L'objectif des exercices, apprendre à se défendre, mais aussi à neutraliser toute menace. Gendarmerie! 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 Ah merde! Allez, rapide! Rechargement! Je charge! Je recharge! J'entends pas, on parle! On communique! On parle!
Prête. Ok, allez, on désarme, arme à l'étui. Le tir se fait à balles réelles. Il faut parler. Pas évident. Hein. C'est pas évident. Hein. Ok, très bien, désarmé, arme à En 15 ans de métier, Aurore n'a jamais ouvert le feu. En France, moins de 100 gendarmes usent de leurs pistolets en service chaque année. Mais faut pas stresser. C'est pas une histoire de rapidité. C'est juste une histoire de faire les choses. On recharge, on bouge, voilà, on prend son truc. De toute façon, plus vous allez, plus vous allez faire des bêtises. C'est une gestuelle. Mais avec les menaces qui pèsent sur le pays, Aurore pourrait bien être un jour obligée d'utiliser son arme. Le lieutenant-colonel Beltrame, lui, n'a pas eu le temps de se servir de la sienne. Le jour où ça arrive, on a du mal à dire comment on va réagir. Enfin, voilà quoi, mais je sais même pas si on va avoir le temps de réfléchir. Parce que je pense que si on se pose la question, on bougera pas, quoi. Si on commence à se poser trop de questions, voilà, peut-être qu'on n'aura pas le courage d'y aller. Je sais pas. Allez, on vide le chargeur en progressant, c'est parti. Ok, CPS, fin de tir. Donc 9 sur 15, c'est pas trop mal. Regarde, j'ai désarmé. Une bonne façon de finir sa journée. Du moins, c'est ce que pense Aurore. Elle ne se doute pas de ce qui l'attend ce soir. Est-ce que je peux prendre 4 jours de repos? Accordé. Merci Major. Il est 21h. Le grand patron a convoqué toute la brigade de recherche. Laurent, tu peux me trouver tous ceux qui manquent là, dans les bureaux? Qui c'est qui manque? Des gendarmes d'une brigade locale viennent de faire une découverte macabre dans un village voisin. Ils ont besoin des enquêteurs au plus vite. Aurore et Christophe ne sont pas prêts d'aller se coucher. Un homme d'une quarantaine d'années vient d'être retrouvé mort dans un cabanon isolé en pleine campagne. Son corps serait couvert de blessures suspectes. Ça peut être le démarrage d'une affaire criminelle, donc il faut y être dès le départ, hein, s'imprégner des lieux, de ce qui s'est passé. Et ça, si on attend ou si on n'y va qu'après ou trop tard, on va manquer peut-être l'ambiance de la scène. À 20 km de Céré, les gendarmes qui ont découvert le corps les guident dans le maquis jusqu'au cabanon. Tout au bout de ce sinueux chemin de terre. Il y a une baraque là? On va noter qui est là. Déjà, le chat, il a tout vu, je suis sûr. Le corps, il est où, JC, à gauche là? D'accord. Ah oui. Donc, il y a du sang qui est un peu partout là-bas. Ouais. Il y a un hématome à la tempe, là, on le voit là. Ces premiers éléments, troublants, pourraient confirmer qu'il s'agit bien d'un meurtre. Ce soir, plus que jamais, Christophe se convainc que les criminels laissent toujours des traces. Les experts scientifiques photographient, prélèvent, annotent tout ce qu'ils peuvent. Un travail technique qu'ils doivent mener à la lampe torche. L'homme vivait sans électricité. On fait les premières investigations, les constatations. Là, le but de ce soir, c'est de tout fixer au niveau des éléments matériels, de faire tous les prélèvements, etc. Parce qu'on ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Ces deux proches affirment avoir vu la victime il y a 4 jours. Vivante, mais blessée à la tête. Qu'est-ce que vous avez vu au niveau visage exactement, au niveau blessure? Il avait l'œil comme ça, tout noir ici, mais la moitié. Et par contre, il avait un peu de sang sur le truc. Il saignait bien de l'oreille. D'accord. Et vous, c'est pareil, vous l'avez vu en dernier? Ouais, le jeudi, moi. D'accord. Donc, par rapport à ce qu'on vient de dire. Il n'avait plus rien à l'oreille. Il n'avait plus de sang, il a dû se laver. D'accord. Mais il avait ce truc-là, un petit cocard, quoi. Dans le cabanon, le travail des experts se complique. Les deux techniciens manquent de lumière. Ils sortent le corps afin de l'examiner avec le médecin légiste. Une rencontre avec la mort, brutale et sans phare. C'est un métier où effectivement on est habitué à la mort, à la voir de près, quoi. Mais toujours prendre du recul, parce que si on réagit à l'émotion, on va passer à côté de choses et il faut pas, quoi. Voilà. Les pics, ils se trompent bien.
Impossible de pousser plus loin les investigations sans lumière. Les enquêteurs repartent avec leurs doutes. L'homme de 45 ans était, semble-t-il, un marginal sans histoire. Était-il seul ce soir-là dans le cabanon? S'est-il battu? Et alors avec qui? Au petit matin, Christophe et Aurore découvrent la scène sous un autre jour. La victime s'était aménagé un jardin au calme, à l'abri des arbres fruitiers. Un décor qui contraste avec l'intérieur de sa maison. C'est quand même fou d'avoir des taches si bas que ça. Tu vois? Ah, mais même là-bas, je pense qu'à mon avis, il devait être mal et puis il devait être à 4 pattes. Est-ce qu'il ne serait pas tombé ici? Parce que toi, t'en as là. Ça, avec les mains, tu ne tomber pas de savoir. Il faut vraiment avoir les mains qui sont imbibées de sang. Il a pas les mains imbibées de sang. Oh, il a fait une hémorragie interne. L'hypothèse d'un simple accident est évoquée pour la première fois. Les relevés scientifiques terminés, Aurore et Christophe peuvent enfin pénétrer dans le cabanon. Allez, super. Tac. Les enquêteurs ont un tout autre regard que les experts sur les indices. Il y a un sac avec des documents administratifs, là. Parfois, on se fait une idée des personnes, même à travers des témoignages de proches, etc. Et puis, parfois, lors des constatations, des perquisitions, on s'aperçoit que les gens ne sont pas tout à fait comme on nous les a décrits, on peut trouver des vies parallèles, parfois. Dans 8 cas d'homicide sur 10, la victime connaissait son meurtrier. Les espoirs des gendarmes reposent maintenant sur l'enquête de voisinage. Vous le connaissez, non? C'est le mec qui vend des légumes. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il est décédé. Oh merde. Voilà. Donc c'était pour savoir si vous le connaissez. Non. Tout autour du cabanon, une quinzaine de marginaux vivent dans des caravanes ou des logements de fortune. Bonjour. 3 jours avant le décès, ce jeune homme a été réveillé par des cris. Et c'est des voix que vous avez déjà entendues, non? C'est vraiment il hurlait, comme vraiment si ça me vraiment il hurlait fort. Et quand je vais tous vous tuer, nani nana, je bouge pas. Vous les avez pas vus physiquement, ces personnes? Merci à vous. Bonne journée. Merci, au revoir. Cette violente dispute pourrait expliquer les traces de coups sur le visage de la victime. De son côté, Christophe n'a rien trouvé d'intéressant dans le cabanon. L'altercation devient sa seule piste. Il faut toujours être prudent tant qu'on n'a pas tous les éléments par rapport à l'origine du décès. Violent ou pas violent. Voilà. Et c'est ça qui va être un peu le nerf de la guerre par rapport à la suite. Ouais. Christophe n'apprendra rien de plus aujourd'hui. Mais un nouveau témoignage va bientôt tout bouleverser. Quelques heures plus tard, un vent de légèreté plus que bienvenu souffle aux abords de la caserne. Les enquêteurs font la fête ce soir, en famille et entre gendarmes bien sûr. Christophe est préposé au buffet. Vous avez fait tomber la tenue de l'enquêteur, là. C'est pour quelle tenue aujourd'hui, là? Ah là, c'est la tenue grand organisateur aujourd'hui. Ça change, hein? Ah oui, là, ça change, effectivement. Ouais, on aurait bien aimé se reposer, à la limite, aujourd'hui, mais voilà, c'est pas encore possible, il va falloir attendre les vacances. Gendarme, une vocation sans répit. Le chef de la compagnie en est bien conscient. C'est d'ailleurs lui qui organise cette soirée. On a tous une famille, on a tendance à l'oublier, et les gens qui sont en face de nous ont tendance à l'oublier. On n'est pas des machines, et ça c'est important. Voilà. Plus encore que l'absence, c'est l'inquiétude qui pèse à tous leurs proches. En 2018, 4500 gendarmes ont été blessés en mission. Manon, l'aînée d'Aurore, essaie de ne pas trop y penser. On en parle toutes les deux, même j'en parle avec mon fils et je la rassure au mieux. Après, c'est difficile. Hein, en tout cas, elle, je sais qu'elle ne voudra pas être gendarme. Ça, elle me l'a toujours dit. La musique résonnera dans la salle des fêtes jusqu'à 2 h du matin. Une parenthèse de courte durée.
Le lendemain après-midi, retour à la réalité. L'enquête sur l'homme du cabanon est relancée. Christophe a été contacté par un nouveau témoin. Bonjour monsieur. Bonjour. Il dit avoir croisé l'homme quelques heures avant sa découverte par les gendarmes. Il serait donc le dernier à l'avoir vu vivant. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose au niveau de son physique? Non. Alors notamment, est-ce que vous avez remarqué qu'il avait des traces au visage? Non. Non, non. Au niveau de l'œil? Non, 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 non. 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 Au niveau du physique, rien. Vous avez... Rien, aucune fraction, enfin aucun coup. Au visage, rien. Pas de traces de sang? Rien du tout. Il a été battu. Non, mais ça, je vais pas vous dire, mais je vous pose la question, quoi. Si vous, comment vous l'avez vu vendredi, quoi. La piste privilégiée par Christophe, celle de la violente dispute qui expliquerait le sang retrouvé dans le cabanon, n'est plus vraiment crédible. Allez, rentrez bien, merci. Ce témoignage remet tous les autres en question. Bon, bah là, ça peut faire bouger les lignes, hein, ce témoignage-là. Par rapport au... Moi, je suis sceptique depuis le début. Non, mais... Après, lui, il le voit pas. Lui, il dit qu'il voit pas la blessure. C'est ça. S'il y en a qui en voient le jeudi, il y en a qui n'en voient pas le vendredi, il y a un problème, quand même. Là, ça cogite pas mal. Donc, on va reprendre un petit coup de caféine, là. Je pense que c'est pas qu'on n'est pas couché, mais on va cogiter pas mal sur ce dossier cette nuit. Même à la maison. Voilà. Meurtre ou accident, l'autopsie est sa dernière chance de découvrir la vérité. Assister à la totalité de l'intervention fait partie des missions de Christophe. C'est sûr que je pense que, si je peux me permettre un jeu de mots, le commun des mortels n'assiste pas à ce genre de scène voilà, de façon régulière. C'est particulier, effectivement. C'est pas anodin. C'est parti. Pendu aux lèvres du médecin légiste, Christophe va noter chacun de ses commentaires. La rigueur, c'est sa ligne de conduite, mais aussi parfois son armure. Trois heures plus tard, l'enquêteur n'est pas mécontent de respirer à nouveau l'air frais. Selon les premières conclusions du légiste, l'homme aurait succombé d'une hémorragie interne après une chute. Donc il n'y a pas de traces de lutte sur le corps, en fait. Hein. Par contre, ce que peut pas nous dire le légiste, c'est pourquoi la personne a fait cette première chute. Donc là, si la personne a été poussée, c'est une éventualité, hein, ça peut être ça. Ça, on ne peut pas le déterminer avec l'autopsie. Le mystère reste entier. Cette histoire rejoindra la longue liste des cold cases, les affaires non élucidées. On essaye d'aller au bout des choses. Maintenant, parfois, c'est tout simplement pas possible parce que, à part avoir vu la scène de visu ou avoir une boule de cristal, parfois, c'est la seule solution pour connaître la vérité. Voilà, maintenant, c'est ça qu'on fait le maximum. Vous aimeriez avoir une boule de cristal? Ah oui, c'est clair. Ou être une petite souris, parfois. Ah, c'est vrai, ouais. Ah ouais. Sur les centaines d'enquêtes menées par la brigade chaque année, seule une dizaine ne sont jamais résolues. En attendant de trouver une boule de cristal efficace, Christophe, Aurore et Christian vont donc continuer de compter sur eux-mêmes. Plusieurs nouvelles affaires les attendent déjà.